Nous sommes maintenant sur la partie scientifique. J'ai autour de la table des spécialistes. Je vais laisser mesdames se présenter, chacune son tour. Donc j'ai une psychométricienne, une orthopédagogue, une enseignante et deux enseignantes. Allez-y. Donc moi je suis Mathilde Pichon, je suis orthopédagogue. Je vous présente maintenant. Oui, vous pouvez très bien vous présenter. Donc moi je suis spécialiste des apprentissages, plus que des troubles, même si je les connais. J'interviens auprès de personnes souffrant de troubles ou non. Et je ne parle pas des troubles dans mon métier, mais vraiment des besoins de chacun. Mon public, c'est à la fois des enfants, des adolescents et des adultes qui rencontrent des difficultés toujours en lien aux apprentissages. Très bien. Voilà. Alors moi c'est Hélène, je suis psychomotricienne. Donc mon métier il est principalement orienté sur les troubles des apprentissages, en tout cas en libéral, TDAH ou troubles du développement. Je vais venir accompagner les difficultés des premières inquiétudes que rencontrent soit les familles, soit les enseignants qui détectent dans la scolarité des enfants. Voilà, je suis un peu en première ligne, on vient me consulter pour savoir pourquoi ça se passe pas bien dans l'environnement familial, dans l'environnement scolaire. Et puis après, on va dérouler ça à travers un bilan et puis orienter s'il y a besoin d'aller plus loin au niveau du diagnostic. Mais sinon, on peut rester aussi juste au niveau de l'accompagnement pour pallier les difficultés que les enfants rencontrent. D'accord. Au niveau des enseignantes, d'après vous, quels sont les premiers signes qui alertent en fait, qui vous alertent en fait sur ce genre de troubles? Un enfant qui est malheureux et qui ne rentre pas dans les apprentissages. Encore ça il y a plus, et surtout un enfant qui est malheureux. Et donc on se dit, oh là, il y a un problème. Et donc là, on fait appel où on peut. D'accord. On fait faire des bilans. Donc vous avez surtout les classes vous avez eu les classes de primaire. Alors c'est ça oui, moi j'étais enseignante, je suis à la retraite. D'accord. Mais j'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait. Et c'est vrai que j'étais moi-même un peu 10, mais vu l'âge que j'ai, on n'en parlait pas du tout. Et donc j'ai eu une sensibilité peut-être plus précoce que d'autres parce que en tant qu'enseignante, parce que je me suis dit oui, alors lui, oui, à mon avis il y a quelque chose, parce qu'en fait ce sont des handicaps qu'on ne décelait pas et on n'en parlait pas du tout. À l'époque. On n'en parlait pas du tout. Alors en tant qu'enfant, alors pas du tout. Et puis après moi en début d'enseignante, encore très peu, très peu. Et ça fait 40 ans, donc ça fait pas beaucoup. Très bien. Et moi je dirais, alors moi j'ai des CE2, CM1, CM2. Je dirais que cibler la difficulté, c'est pas du tout facile pour les enseignants parce que en fait c'est souvent noyé dans la difficulté que je pourrais dire ordinaire. En fait on va repérer des enfants qui ont des troubles de la lecture, des troubles de l'écriture, des problèmes pour coordonner leurs gestes, des problèmes de gestion du matériel, de déconcentration, etc. Sauf que on ne sait pas s'il y a quelque chose, vraiment un trouble de l'apprentissage derrière. Et en fait, au départ, c'est noyé dans toutes les difficultés qu'on peut rencontrer dans nos classes tous les jours, c'est notre boulot. Et ça demande vraiment d'abord un travail d'équipe pour savoir qu'est-ce qui s'est passé avant. Et ça, c'est pas toujours facile quand les parcours des enfants, par exemple, s'ils ont déménagé ou ils ont changé d'école, etc. Et puis après, ça demande aussi du temps. En fait, il faut mettre en place plein de choses, le soutien ordinaire, alors soit avec les membres du RASED, du réseau d'aide, soit dans la classe. Et puis au bout d'un moment, quand on voit que ça ne fonctionne pas, ou comme vous dites, les signes d'un enfant triste, mais c'est aussi un enfant souvent très fatigable. Les enfants 10, on leur demande 2 fois plus d'efforts, ou même plus que ça, 10 fois plus d'efforts que les autres. Et du coup, ils se fatiguent pour tout. Et ça, c'est des signes qui nous alertent.
Et là, on commence à se dire, il y a peut-être quelque chose. C'est pas une difficulté passagère, voilà, c'est que vraiment il y a quelque chose. Il y a quelque chose et qu'en fait, ils sont pas feignants, ils sont pas nuls, ils sont pas. C'est pas de la mauvaise Au contraire, volonté, ils sont souvent curieux, motivés, ils ont envie de réussir. Mais ils ne peuvent pas faire autrement. Et là, il faut qu'on fasse appel à des personnes qui vont nous épauler. Justement, c'est ma question suivante. Donc, du coup, quelles sont les adaptations pédagogiques simples qui peuvent aider en fait un enfant 10 ou un TDAH en classe? C'est avant tout, en fait, quand on arrive à ce niveau-là, c'est avant tout les spécialistes qui nous aident. Parce que nous, on a 25, 26, 27 enfants avec des spécificités. Et donc, si on n'a pas ces aides beaucoup plus spécifiques au niveau de chaque enfant, on est à côté. Hein, et on n'est pas efficace. Donc, c'est surtout les spécialistes. Je veux bien rebondir Oui, justement un peu sur ce qui a été dit par les deux personnes avant, sur le fait que c'est important que l'école ait essayé déjà des solutions, le RAZ, etc. Et que nous, on intervient après ça, une fois que des choses ont été essayées à l'école, on voit que ça n'est pas suffisant. Et c'est après ça qu'on va intervenir. Et pour parler de l'orthopédagogie en particulier, dans la manière d'accompagner les enseignants, en fait, nous, le cœur du métier, il va être d'être un maillon. On va travailler à la fois avec les personnels médicaux, paramédicaux et l'école. Et l'idée, c'est d'aller trouver comment mettre en place des stratégies, des outils qui peuvent être transférés et utilisables en classe. Et on a aussi un aspect qui est d'accompagner les enseignants à mettre en place des choses pour ces enfants-là, mais plutôt que de proposer encore des adaptations, des choses différentes pour tel enfant ou tel enfant, on va aussi essayer de réfléchir à l'accessibilité, c'est-à-dire qu'on va chercher à mettre en place des choses qui pourront être bénéfiques pour cet enfant, mais qui répondront aux besoins aussi d'autres enfants de la classe. Et finalement, plutôt que de faire encore un petit peu différent, on va essayer de faire juste un peu différemment, pour éviter de s'épuiser aussi en tant qu'enseignant et finalement répondre aux besoins de cet enfant, mais s'apercevoir que d'autres enfants avaient ces besoins-là, même s'ils n'ont pas forcément de troubles. Par exemple, quand on avait des casques, ce qu'on a sur eh bien, on en mettait 10. Donc, en sachant qu'il y en avait un ou deux qui en avaient réellement besoin. Mais les 10 étaient presque tout le temps pris. Et l'idée, c'est, par rapport à cet exemple, justement, c'est super de mettre à disposition ces casques, mais parfois on dit à l'enfant, allez, mets le casque pour pouvoir t'isoler dans ta bulle pour travailler, mais notre rôle d'orthopédagogue, c'est ok, tu es gêné par le bruit, tu prends conscience que c'est quelque chose qui te gêne, et on va aller essayer de chercher dans quelle situation ça te gêne, comment est-ce que tu t'aperçois que ça te gêne, pour que toi, tu sois capable tout seul de décider, là, maintenant, j'ai besoin du casque. Et du coup, être autonome dans l'utilisation des aménagements. Très intéressant, en effet. On mettait aussi des sièges adaptés. Bon, on n'aurait mis qu'un. Serait stigmatiser l'enfant. On en mettait. Alors là, après, c'était un peu la guerre à qui l'aurait. Mais au moins, on se dit, au moins, celui qui en a besoin, il l'a. Et c'est ça ce qui permet de passer outre, en fait. Après, ça peut aller plus loin. Il y a beaucoup de méthodes de compensation. Il y a les aménagements qu'on va faire vraiment, on peut peut-être dire léger, comme on va mettre un casque ou on va fournir des supports écrits d'une autre façon, ou qui va être le travail au quotidien dans nos classes. Et puis, il y a des enfants pour qui souvent le diagnostic a été fait, qui ont un diagnostic à la MDPH et qui vont avoir par exemple du matériel adapté avec des ordinateurs, des logiciels de prédiction, parce qu'ils sont en incapacité d'écrire un texte comme le font les autres. Ils vont avoir un logiciel de reconnaissance vocale, c'est-à-dire qu'ils vont dicter le texte qu'ils veulent raconter, et c'est le logiciel qui va écrire, une souris scanner, enfin il y a plein d'outils auxquels on peut avoir accès en passant par les bons chemins. C'est ça qui n'est pas toujours facile, de trouver le bon chemin. Oui, c'est ça. C'est passer par les bons chemins, mais surtout avoir énormément de liens entre les professionnels, les enseignants, les parents. Parce qu'on peut très bien mettre un outil en place, mais en fait, s'il n'est pas bien utilisé, il n'a aucun intérêt. Moi, je reçois beaucoup d'enfants qui me disent en classe, on a plein de choses. On peut mettre le casque, on a
parfois des assises dynamiques, des choses comme ça, mais ils savent pas les utiliser. Voilà, comme disait Mathilde, en fait, ils savent pas les utiliser parce qu'ils savent pas quand est-ce qu'ils en ont besoin. Ils ont une méconnaissance totale de leur propre fonctionnement. Et c'est en ça que l'accompagnement, il est indispensable pour eux. C'est de comprendre déjà leurs difficultés, parce que les 3/4 du temps, ils viennent en disant « Bon, je sais pas, on m'a dit qu'il fallait que je vienne. » Et voilà, pour eux, on parle de plein de mots compliqués. C'est compliqué pour tout le monde, franchement. Et ils ont juste besoin qu'on mette des mots simples sur leurs difficultés et qu'on leur apprenne comment ils fonctionnent pour eux trouver leurs propres outils pour fonctionner de la manière la plus efficace possible, même si pour certains ça prendra du temps et certains aménagements qu'on proposera ça fonctionnera pas parce que en fait ça leur convient pas tout simplement, et c'est eux qui vont nous apprendre quels aménagements ils ont besoin. D'accord, donc c'est vraiment un travail d'équipe en fait. C'est vraiment pas juste une spécialiste, par exemple psychométricienne, qui va venir gérer le TDAH ou le DIS. C'est vraiment une équipe clinique qui va pouvoir gérer ces genres de troubles, si je comprends bien. C'est strictement impossible. Enfin, même si on est spécialiste, en fait, nous on est juste spécialiste parce qu'on a connaissance des détails du fonctionnement et de comment amener l'enfant à transformer un petit peu la façon dont il fonctionne, mais on intervient ponctuellement. Enfin, moi, j'interviens 1 à 2 fois par semaine. C'est rien dans le quotidien d'un enfant. Enfin, je veux dire, c'est une petite poudre dans ce qu'il a besoin. C'est juste le fonctionnement global du lien entre l'école, les parents et les spécialistes qui permet d'accompagner l'enfant. S'il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'accompagnement. Il y a des collaborations qui sont super efficaces. Nous, à l'école, on a un ergothérapeute qui intervient régulièrement. Et du coup, il intervient pour apprendre à utiliser les ordinateurs aux enfants. Et il intervient juste à côté de ma classe. Et en fait, on se parle beaucoup et la mise en pratique se fait en direct, tout de suite, dans la classe. Donc ça, c'est hyper efficace, quoi. Oui, c'est pas théorique, c'est vraiment j'applique tout de suite. Mais tu as raison, hein, c'est le travail en commun, c'est essentiel. Hein. C'est vrai qu'on a tendance à voir ça, il va chez l'orthophoniste ou la psychomotricienne, ou voilà, et de prendre ça comme des choses les unes à côté des autres. Mais en fait, une grande partie de notre travail, c'est aussi échanger entre nous, parce que pour pouvoir bien accompagner un enfant, il faut savoir comment il se comporte à la maison, quelles sont ses difficultés. Pareil pour l'école, qu'est-ce qui est travaillé avec tel ou tel professionnel, qu'est-ce qui fonctionne avec lui, sur quoi on va pouvoir s'appuyer, etc. Et en fait, cet échange, cette communication, elle est fondamentale pour pouvoir accompagner l'enfant. Elle est essentielle. Ouais. Elle est essentielle. Et avec le temps, justement, si c'est pas diagnostiqué justement en primaire ou dans un petit âge, comment ça se passe plus grand? Est-ce que c'est plus facile ou plus difficile de faire cette justement... Non, c'est extrêmement compliqué quand les aménagements, enfin en tout cas quand les diagnostics n'ont pas été posés avant l'entrée au collège. Après, c'est un réel parcours du combattant. C'est-à-dire que le collège est nettement moins sensible aux aménagements spécifiques des enfants et c'est extrêmement compliqué pour eux pour la suite, pour obtenir des tiers-temps, pour obtenir du matériel pédagogique et pour obtenir juste la compréhension. Alors, j'ai tout mon respect envers les enseignants, mais c'est vrai que dès qu'on passe au collège, ça semble vraiment très très compliqué pour les enseignants d'entendre la spécificité des enfants et la possibilité de leur octroyer des aménagements. Mais ça change aussi. J'ai un petit peu de recul, je suis une vieille enseignante moi, et je peux vous dire que petit à petit il y a des pas qui sont faits quand même. Derrière moi, il y a la première élève dyslexique que j'ai accompagnée et je vois déjà la différence maintenant. On sent quand même qu'il y a des choses qui se passent, il y a de l'écoute, de l'ouverture, parce que c'est un sujet dont on parle. Et les petits pas se font quand même. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps. C'est effectivement. Ce qui est difficile aussi avec des diagnostics qui vont être posés plus tard avec des enfants qui sont au collège, c'est qu'on est dans une période de leur vie, préadolescence, adolescence, qui est déjà difficile. Et pour eux-mêmes, la propre acceptation en fait de cette différence, elle est très difficile. Moi, j'accompagne en ce moment un jeune qui me dit, mais je ne veux pas. Enfin, il n'a pas réussi à me le dire. C'est ses parents qui me l'ont dit. Il ne peut pas
parler de son trouble parce que ça veut dire nul. Et en fait, ils sont déjà dans une période de construction qui est fragile, où émotionnellement, il y a plein de choses. Enfin, voilà. Et c'est très difficile, je pense que c'est encore plus difficile à cet âge pour eux de l'accepter. Et du coup, d'accepter l'aide aussi. Il faut qu'ils se mettent en relation avec une personne qui a réussi et qui est lisse. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est des personnes en plus, je crois, qui ont beaucoup besoin de manque de confiance, donc ont besoin, je suppose, qu'on leur dise souvent que si vous allez y arriver, je suppose, non ? Ouais. Et de valoriser. Et en fait, ils ont un manque de confiance parce que depuis leur enfance, on leur renvoie leurs difficultés. Enfin, on les valorise pas, ils se retrouvent en permanence face à l'échec et du coup ils se construisent avec cette image de de toute façon je suis un enfant qui échoue donc je suis nul, je vais pas y arriver. J'essaye même pas parce que je sais que je vais pas y arriver. Donc forcément la confiance elle en prend un coup, l'estime de soi elle en prend un coup et on a des enfants qui sont extrêmement mal dans leur peau et encore plus à l'adolescence en effet où c'est quasiment impossible pour eux d'entrevoir leur valeur. Enfin, je pense juste pareil à un jeune là, que je viens de bilanter où dans le bilan je dis mais est-ce qu'il y a des choses que tu aimes chez toi, quelles sont tes qualités? J'en ai pas, je suis juste nulle et je veux, enfin voilà. Ouais. Ah, mais il faut qu'ils se mettent en relation, j'en connais moi. Et d'où l'importance et qu'on devrait donner à l'école toujours de valoriser pas seulement les réussites mais les efforts et tout l'effort qui est mis, la persévérance. Et en fait, on peut dire à un enfant bravo, tu vas vraiment essayer. Tu n'as pas réussi aujourd'hui, c'est pas grave en fait. On va pas en parler ça d'avoir réussi ou pas, mais tu as essayé, tu as testé des choses et bravo pour ça. Et il faudrait. T'as juste fait de ton mieux. Ouais. C'est ça. Et les troubles de l'apprentissage, en fait, c'est qu'une toute petite partie de notre vie. En fait, mais ça prend tellement de place. C'est pas normal. Enfin, il y a tout le reste à côté et ça n'empêche personne de vivre, d'avoir des troubles de l'apprentissage. Il y a plein d'autres choses à faire. C'est quelque chose qui nous gêne pour quelque chose de précis. L'école et les apprentissages purement scolaires, c'est tout. C'est ça. Après, ça affecte aussi le fonctionnement au travail ou même l'état psychique. Enfin, moi, j'ai souvent... pour rebondir sur ce que vous disiez, que les troubles des apprentissages, à l'époque, c'était même pas évoqué. Quand je reçois les enfants ou les parents évoquent les difficultés, qu'on amène une hypothèse diagnostique, parce que moi, je suis pas médecin et je vais pas poser de diagnostic, mais les parents, ils disent « Ah, mais d'accord, mais peut-être que moi aussi, alors !» C'est très souvent ça. Et est-ce que vous avez une anecdote ou un souvenir quand même positif d'accompagnement qui illustre justement les progrès qui peuvent être possibles ? Alors moi, je pense à une petite fille avec qui je travaille encore actuellement. Elle était l'année dernière dans une école et elle a changé à la rentrée. Dans son ancienne école, elle avait l'image d'une petite fille très effacée, renfermée, qui parlait extrêmement peu, qui n'allait pas vers les autres, qui restait figée en classe. Et on a travaillé cet été, on a essayé de ramener de la confiance, justement de souligner sa capacité à faire des progrès, peu importe l'ampleur du progrès. Et là, elle a changé d'école avec un regard totalement neuf. Et aujourd'hui, quand j'en discute avec l'enseignante, c'est une petite fille qui rigole, qui joue avec les autres sur la cour, qui essaye en classe, etc. Et ça souligne vraiment l'importance de la présomption de compétence, c'est-à-dire personne ne peut juger de la capacité à progresser d'un enfant, ni jusqu'où il est capable d'aller. Donc on doit considérer qu'on peut toujours l'emmener plus loin et l'aider à mieux réussir. Et là, c'est flagrant. Enfin, cette transformation l'illustre parfaitement. C'est magnifique. Alors, il y aurait plusieurs situations, mais moi j'ai envie d'évoquer une situation qui était très difficile. La maman, quand elle a pris contact avec moi, il était 21h30, elle était en larmes avec sa fille enfermée à clé dans sa chambre, qui avait un TDAH et qui avait des émotions très explosives. Et l'équilibre familial était très impacté par les difficultés émotionnelles de cette petite fille. Et en fait, l'accompagnement et le fait de mettre des mots, de trouver des stratégies ensemble pour nommer les émotions et les vivre sans les enfouir, mais les vivre sans qu'elles explosent et qu'elles débordent. Et cette petite fille, je la suis plus et c'est parce qu'elle a pu retrouver cet équilibre émotionnel et en fait tout l'équilibre familial a pu s'apaiser. Enfin, c'était des parents qui étaété au bord du divorce à cause de cette situation-là. Et aujourd'hui, c'est une famille qui est heureuse parce qu'on a posé des mots sur les difficultés de l'enfant, parce qu'elle a pu poser des mots aussi sur ses difficultés et pas juste
juste tu sais pas gérer tes émotions, calme-toi. Enfin, voilà. Et voilà, et elle est très heureuse et très sereine dans sa scolarité, chose qui n'était pas le cas en tout cas quand ils ont consulté. Merci. Et Alors moi c'est Jeanne, alors je ne savais pas qu'elle serait là, elle est derrière moi, je ne savais pas qu'elle allait venir. Donc c'est la première élève dyslexique profonde que j'ai... J'en ai eu d'autres sans doute avant elle, mais je ne les ai pas repérées, je n'étais pas assez formée ou pas assez informée pour ça. Et elle, je l'ai vraiment accompagnée sur toute la mise en place du processus pour arriver à l'entrée au collège avec une certaine autonomie, l'ordinateur, etc. J'ai beaucoup appris grâce à elle. Et elle m'avait dit à l'école primaire qu'elle voulait être écrivain. Je trouve que pour une dyslexie profonde, c'est formidable déjà. Et puis l'année dernière, elle est en 3e maintenant. Elle m'a envoyé un petit texte, elle m'a fait passer par sa maman un texte qu'elle avait écrit. Je trouve ça super émouvant. Voilà. magnifique. Merci Jeanne. C'est magnifique. Et, Non, j'ai plein de prénoms, de noms d'enfants qui ont suivi leur chemin. D'une façon ou d'une autre, il faut vraiment bien s'entourer et aller voir des spécialistes le plus vite possible pour réussir à mettre des mots sur ces mots. et ça permet très vite d'éviter en fait d'avoir toutes ces difficultés en fait. Et ça veut pas dire que le chemin n'est pas tout simple, hein, mais ça vaut vraiment le coup d'être bien entouré pour s'en sortir. Donc vous avez mis quand même l'accent sur quelque chose qui est important, je trouve, c'est le regard de l'autre, du coup, sur la cour d'école, justement. Comment aider cet enfant sur cette cour d'école pour qu'il ne soit pas exclu? Parce que finalement, c'est ce qui va se passer. Est-ce que vous avez aujourd'hui des pistes? Comment est-ce que vous faites En fait, moi, je pense que quand l'enfant, déjà, il a compris c'était quoi ses difficultés et sa différence, ça lui permet d'expliquer aux autres. Parce que quand il comprend pas, quand il peut pas nommer, il peut pas se défendre face aux moqueries parce qu'il n'a pas les mots pour expliquer. Et les autres enfants, ils se moquent tout simplement parce que c'est de la différence et que, pardon, mais notre société stigmatise la différence. Et en fait, dès qu'ils ont ces outils-là, il n'y a plus d'expérience, il n'y a plus de moquerie. Et beaucoup moins en tout cas. Ils le tolèrent beaucoup mieux. Et d'expliquer par exemple, oui j'ai besoin d'un tiers-temps à l'examen, mais toi tu portes des lunettes en fait. Sans tes lunettes, l'examen tu peux pas le faire. Ben moi mon tiers-temps c'est pareil. Ça viendrait à l'idée de personne de te dire, tu vois rien mais enlève tes lunettes, débrouille-toi, fais un effort, fais comme les autres. Et en fait d'amener des comparaisons sur des choses comme ça qui sont... voilà, les lunettes, je pense que ça fait un moment que c'est devenu normal. De pouvoir faire la comparaison avec ça, ouais, on a juste besoin d'une adaptation et on a quelque chose de différent, mais c'est pareil en fait. Oui, sauf que tout ce qui est 10 ou TAD, c'est compliqué à expliquer. En fait, donc c'est d'autant plus difficile à expliquer à un enfant du même âge et pour qu'il arrive à le comprendre. Donc en fait, il faut aussi que la famille. Je crois que la famille aussi, il faut qu'elle chemine en même temps que l'enfant pour réussir à accepter. C'est comme toute différence. Hein. La difficulté, c'est que ça ne se voit pas aussi. Voilà. C'est ça. C'est peut-être plus compliqué, je trouve, pour les TDAH que les 10, en fait, leur relation aux autres. Parce qu'il y en a un qui reste quand même dans le domaine de l'apprentissage, et puis l'autre, ça va être plutôt dans le domaine du comportement. Et là, parfois, c'est plus compliqué. Donc, comme les filles ont dit, un climat de bienveillance, qu'ils soient capables de nommer, que leur cerveau fonctionne peut-être pas tout à fait comme tout le monde, mais que c'est pas grave, en fait. Et un adulte bienveillant qui est là aussi pour que l'enfant puisse... venir chercher s'il se sent en difficulté face à un enfant qui pourrait le stigmatiser, juste pouvoir aller chercher l'adulte référent en disant écoute, j'arrive pas là, viens m'aider. Voilà. C'est vrai que c'était un truc qu'on n'entendait pas beaucoup parler, mais aujourd'hui au niveau vous étiez enseignante, comment vous aviez pas de formation, comment vous avez pu vous adapter à ce genre de troubles qui arrivent et finalement vous êtes peut-être démunis, vous avez... c'est une vraie question. Hein. Enfin, là, on est un peu dans le monde des bisounours. Là, la prise en charge des enfants, on est toutes enthousiastes, là, toutes les quatre.
En fait, c'est quand même très très complexe. Non, on n'est pas formé, on n'est toujours pas formé. D'accord. Donc on se forme tout seul. On manque de moyens, tout simplement aussi. Quand on veut diriger les familles vers les spécialistes, des fois on les envoie vers un mur parce que pour avoir un rendez-vous chez un orthophoniste, c'est la croix et la bannière, un neuropsy, enfin il y a beaucoup d'obstacles qui se dressent devant nous. Donc non, c'est pas simple. Moi, je trouve pas ça simple. Non, c'est extrêmement compliqué, même pour nous, spécialistes. Alors, pour donner un exemple, nous, il y a quelques mois, on avait 1 an et demi d'attente pour recevoir un enfant. En fait, c'est inconcevable de dire ça à un parent qui nous appelle en détresse en disant là ça va pas, tout va mal. Leur dire écoutez, je suis désolée, je peux pas vous recevoir avant 1 an et demi. Non, mais c'est impossible. Alors nous, ça s'est apaisé parce qu'on a réussi à recruter des nouveaux psychomotriciens dans le cabinet. Mais voilà, les orthophonistes, c'est débordé. Mais on a besoin de médecins pour coordonner et on est malheureusement dans une région où on n'a pas de médecins qui coordonnent les situations parce qu'on n'a pas de neuropédiatre disponible. Voilà, qui sont disponibles. Je vous remercie. Autour de la table, donc j'avais Hélène Fouquet, psychomotricienne. Je vous remercie Hélène. J'avais également Mathilde Pichon, orthopédagogue. J'avais également Isabelle Constanti, enseignante, et Humo Marie-Claire, enseignante à la retraite. Je vous remercie à toutes les quatre. Merci à vous. Merci à vous. Merci de nous avoir éclairés. Merci, au revoir.